la fable que j'ai décidé d'analyser est l'aigle et l'escargot. Donc, si jamais c'est le livre deuxième et le huitième, enfin, livre, livre 2, fable 8. Voilà. Donc, son auteur, Jean de La Fontaine, c'est un poète français du XVIIe siècle, d'une immense notoriété, notamment et surtout pour ses fables et ses contes. Ses œuvres ont eu un tel succès que nous pourrons considérer qu'elles occupent une place de choix dans le patrimoine culturel français, tout comme ses préceptes sont rentrés dans la sagesse populaire. Donc dans ses fables, La Fontaine y met en scène des animaux pour critiquer les hommes et dénoncer les grands problèmes sociétals. Il s'inspire d'autres auteurs pour ses fables, comme Ésope, Horace ou encore Pilpay, tout en rénovant le genre par le biais d'une courte histoire et d'une morale didactique en fin de celle-ci. Les fables, elles sont aimées par tous, petits comme grands, car elles sont simples de langage et leur forme imagée en font des œuvres drôles et intéressantes. Donc, la fable que j'ai choisie vient de son recueil de fables, publié en 1678, qui ont toutes été écrites soit pour le fils de Louis XIV, mais aussi par la suite pour Madame de Montespan, qui était la favorite en titre du roi. Donc, beaucoup de liens avec le royaume. Et pour cela, il faut comprendre un peu le contexte historique de cette époque. Donc à ce moment-là, Louis XIV, c'est le roi, et son règne marque l'apogée de l'absolutisme dans le royaume de France. L'histoire des fables est étroitement liée au pouvoir mis en place, car les animaux utilisés dans les fables incarnent la société sous l'absolutisme, comme le fait par exemple le lion, qui est le symbole de l'autorité royale. Néanmoins, petit à petit, il y a une rupture entre le pouvoir et La Fontaine, à cause de l'amitié qu'il entretenait avec Fouquet, et tous les problèmes qu'il y a eu entre Fouquet et Louis XIV, d'ailleurs en mettant en place Colbert, etc. Donc, bien sûr, il y a eu le pouvoir mis en place qui a été une source d'inspiration pour La Fontaine, mais il y a aussi, comme je l'ai dit avant, l'imitation des œuvres antiques. Donc j'avais dit avec par exemple Ésope, qui d'ailleurs, Jean de La Fontaine s'est inspiré d'Ésope pour l'aigle et l'escargot. Donc à cette époque, la pensée était que les œuvres antiques étaient insurpassables et parfaites, et donc pour les artistes, il fallait imiter pour se rapprocher de la perfection. Au même moment, il y a d'autres artistes qui se sont pris d'un élan de modernité en cherchant à éviter de refaire des œuvres du passé. Et c'est ce conflit-là entre anciens et modernes qu'on appellera la querelle des anciens et des modernes, où donc Jean de La Fontaine sera un ancien qui luttera face aux modernes. Et cela sera une seconde source d'inspiration, car justement ces fables caractérisent cette période classique et constituent même la principale œuvre poétique. Il faut savoir que dans ces fables, il n'hésitait pas aussi à lancer des petites piques justement aux modernes, qui le critiquaient beaucoup. Donc je pense que je vais vous lire la fable. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant actuellement vu les circonstances, mais je vais quand même le faire. L'aigle donnant la chasse à maître Jean Lapin, qui droit à son terrier s'enfuya au plus vite. Le trou de l'escargot se rencontre chemin. Je laisse à penser si ce gîte est toi sûr, mais ou mieux. Jean Lapin cibletier. L'aigle fendant sur lui nonobstant cet asile, l'escargot intercède et dit : Princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux. Mais ne me faites pas cet affront, je vous prie. Et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez-la lui de grâce ou l'ôtez à tous deux. C'est mon voisin, c'est mon compère. L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escargot, l'étourdit, l'oblige à se taire, enlève Jean Lapin. L'escargot indigné vole au nid de l'oiseau, fracasse en son absence ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce espérance. Pas un seul ne fut épargné. L'aigle étant de retour, et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris, et pour comble de rage, ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Elle gémit en vain, sa plainte au vent se perd. Il fallut pour 7 ans vivre en mer affligée. L'an suivant, elle mit son nid en lieu plus haut. L'escargot prend son temps, fait faire aux œufs le saut. La mort de Jean Lapin de Réchet est vengée. Ce second deuil fut tel que l'écho de ses bois n'endormit de plus de 6 mois. L'oiseau qui porte Ganymède, du monarque des dieux, enfin implore l'aide. Dépose en son giron ses œufs, et croit qu'en paix, ils seront dans ce lieu. Que pour ses intérêts, Jupiter se verra contraint de les défendre. Hardi qui les iroit la prendre, aussi ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note, sur la robe du dieu fit tomber une crotte.
Le dieu, le secouant, jeta les œufs à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, de quitter toute dépendance avec mainte autre extravagance. Le pauvre Jupiter se tut. Devant son tribunal, l'escarbot comparut, fit sa plainte et conta l'affaire. On fit entendre à l'aigle enfin qu'elle avait tort, mais les deux ennemis ne voulant point d'accord, le monarque des dieux s'avisa pour bien faire, de transporter le temps où l'aigle fait l'amour en une autre saison, quand la race escarbote est en quartier d'hiver, comme la marmotte se cache et ne voit point le jour. Maintenant que je l'ai lu, on peut parler de la forme de la fable, en premier lieu de la versification. Donc elle est versifiée. Nous retrouvons des alexandrins et des octosyllabes majoritairement. Concernant les rimes, elles sont de manière générale suffisantes et aussi parfois pauvres. Les dispositions sont multiples. On trouve tout aussi bien des rimes suivies que des croisées et des embrassées. Il n'y a pas plus de particularité que cela, si ce n'est peut-être l'enjambement en vers 4 et 5. Donc l'histoire de l'aigle et l'escarbot parle, comme son nom l'indique, d'un aigle, d'un escarbot, qui est la forme ancienne pour dire scarabée, mais aussi d'un lapin et de Jupiter. En effet, si l'on devait résumer très rapidement, mais vraiment très rapidement cette fable, l'aigle a dévoré le lapin, qui s'avérait être le compère de l'escarbot. L'escarbot indigné fracasse les œufs de l'aigle pour se venger de cette dernière. Il s'ensuit alors l'équivalent d'un procès où Jupiter devra juger et sanctionner l'un ou l'autre, en l'occurrence l'aigle. Donc nous pourrons diviser en plusieurs parties cette fable, en commençant d'abord par les lignes 1 à 13, qui correspondent à l'élément prédéclencheur de la querelle entre l'aigle et l'escarbot. C'est le lapin qui se fait poursuivre par l'aigle, et c'est quand l'escarbot se met entre les deux. Ligne 14 à 17, c'est l'élément déclencheur de la querelle entre l'aigle et l'escarbot. L'aigle y dévore le compère de l'escarbot, alors que ce dernier lui avait demandé de ne pas le faire. Ligne 18 à 20, la première vengeance de l'escarbot qui fracasse les œufs de l'aigle. Puis, de la ligne 21 à 30, on voit la réaction de la mère à cette première vengeance, puis une seconde vengeance de l'escarbot qui fait tomber cette fois-ci les œufs. Ligne 31 à 48, il arrive le procès, où l'aigle cherche à ce que l'escarbot soit sanctionné. Et pour finir, de la ligne 49 à la fin, le Jupiter trouve une solution au problème. Donc l'aigle il est jugé en tort, la cour fait en sorte de changer de saison où l'aigle fait l'amour de manière à ce que cela tombe sur la période où l'escarbot est en quartier d'hiver, c'est-à-dire quand il ne voit plus le jour, et ainsi il n'y a plus de moyen qu'il se fasse des problèmes. À présent, nous pouvons nous poser des questions sur cette fable, surtout quand on sait que La Fontaine, il utilise des animaux pour faire passer des messages au sujet de la société. Donc en premier lieu, que représentent ces figures d'animaux que sont l'aigle et l'escarbot ? Donc parlons d'abord de l'entre guillemets vainqueur, c'est-à-dire l'escarbot. Donc tout d'abord, ce nom est une forme ancienne du scarabée, comme je l'ai dit. Il faut savoir que cet animal, il a attisé la curiosité de plus d'un à cause de son obstination, ses mœurs, sa reproduction. Cela a intéressé les anciens Égyptiens et 4000 ans plus tard, La Fontaine. Mais pourquoi ? Il faut déjà comprendre la morale de cette fable pour pouvoir y répondre. Donc ce qui est intéressant avec cette fable, c'est qu'il n'y a pas de morale. Du moins, il n'y a pas de morale explicite. Car il y en a une ou plusieurs qui peuvent se dégager implicitement. La première, selon moi, rien qu'une hypothèse, les faibles tels que l'escarbot ne sont faibles qu'en apparence, car selon les circonstances, ils peuvent être bien plus supérieurs aux forts. Nous nous imaginons généralement derrière la violence, les aigles, les lions, les hommes, etc. Néanmoins, il peut y avoir une force supérieure à celle-ci, et cette dernière peut être gouvernée par des faibles avec des capacités intellectuelles compensatrices, telles que l'obstination de l'escarbot. Donc l'aigle, lui, il est considéré comme le roi des cieux, comme le symbole de la victoire, comme le messager du monde des esprits. Il a le pouvoir de concentration et le pouvoir de voir les choses clairement. Donc ce que je trouve ironique avec ces caractéristiques, entre guillemets, c'est pourquoi il n'a pas aperçu les capacités de l'escarbot. On peut donc comprendre que cet aigle n'est donc pas si fort que cela, car l'escarbot a réussi à le berner. Et ici, je vois donc La Fontaine dans le rôle de l'escarbot qui a réussi à berner Louis XIV. Néanmoins, ce n'est pas la seule interprétation que je vois. Comme je l'ai dit, La Fontaine, il est lié d'amitié avec Fouquet,
Et du coup, bah, il a pris part dans l'affaire Fouquet. Et je pense que La Fontaine, il se voit de nouveau lui-même dans cet escargot. Fouquet serait donc le lapin qui se fait chasser par l'aigle, qui sont les magistrats. Et Louis XIV serait donc Jupiter cette fois, qui devra du coup sanctionner l'un ou l'autre. Par la suite, on peut se demander pourquoi l'aigle, alors qu'il est le plus fort des cieux, pourquoi est-il en tort, sachant qu'en plus, c'est le protégé de Jupiter. Donc, ce que je trouve de nouveau ironique dans cette fable, c'est tout d'abord cette sanction envers l'aigle. La Fontaine, il appelle l'aigle dans sa fable l'oiseau de Jupiter, on peut le voir ça au vers 14, ou bien l'oiseau qui porte Ganymède, etc. Pourquoi alors qu'il est considéré comme l'oiseau de Jupiter, ce dernier le met-il en tort? C'est ici que j'émettrai une seconde hypothèse au niveau de la morale. Je dirais que ce n'est pas parce qu'on est supérieur hiérarchiquement que rien ne peut nous arriver. La justice est la même pour tout le monde. Donc malgré qu'il est supérieur à l'escargot, l'aigle a fauté. Ce n'est pas car il est supérieur que pour autant rien ne peut lui arriver. Et en tout cas, moi, je vois justement cette morale que la justice devrait être la même pour tout le monde, mais malheureusement, elle ne l'est pas tout le temps. Maintenant, on peut se demander si la morale implicite que du coup j'ai dégagée de cette fable, est-ce qu'elle peut rester pour autant toujours la même pour tout le monde selon La Fontaine? Donc, ce que j'ai trouvé intéressant par la suite, c'est lorsque j'ai lu la fable qui suit chronologiquement l'aigle et l'escargot, qui est le lion et le moucheron, bah, cette fable, elle est du coup intéressante à comparer avec mon analyse, car on peut dégager la même morale, respecter le plus petit que soi. Si nous la comparons tel un miroir, nous voyons l'aigle dans le lion et l'escargot dans le moucheron. Néanmoins, comme dans un miroir, nous nous voyons inversés, et c'est aussi le cas ici, car la fin n'est pas du tout la même. Dans la fable de l'aigle, il est jugé en tort, je dis bien l'aigle est jugé en tort, et donc l'escargot en sort vainqueur, alors que dans celle du lion, quelque part le moucheron s'en sort vainqueur du lion, mais finira par mourir sur le chemin d'une araignée. Là où je veux en venir, c'est que la morale qui peut être faite, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les plus petits, mais ce n'est pas pour autant que ces plus petits peuvent faire ce qu'ils veulent, car il y a toujours un peu plus fort que soi. Pour finir en conclusion, la morale que je dégagerai de cette fable, c'est qu'il ne faut sous-estimer absolument personne, car on ne sait pas quelle capacité il possède. De plus, ce n'est pas car on est supérieur physiquement ou hiérarchiquement que nous sommes intouchables. Du moins, c'est ce que La Fontaine aurait espéré à mon humble avis.